une attaque sous faux drapeau, bricolée avec des mercenaires pour provoquer une guerre, l'armée française qui tire dans une foule de manifestants désarmés, qui fait une 60aine de morts et 1000 blessés, le président du pays, kidnappé par l'armée, arrêté et mis en prison pendant 7 ans aux Pays-Bas, puis relâché parce qu'il était innocent, un employé du FMI, placé au pouvoir par la force à sa place par la France, un seul milliardaire français qui possède toute l'infrastructure de transport du pays. L'histoire que je vais vous raconter, elle a de quoi faire péter un câble à n'importe quel démocrate dans le monde. Et j'aimerais que vous la regardiez, que vous vous imaginiez à la place de ces gens, comme si ce qui se passait, ce que je vais vous raconter là, ça se passe dans votre pays, sous vos yeux. Cette histoire, c'est l'histoire de la Côte d'Ivoire. C'est un stream qu'on a fait sur cette chaîne en direct il y a quelques jours, et je tiens à vous dire, c'est un des plus denses qu'on a eu à faire, parce qu'il est vraiment, c'est une histoire pleine de rebondissements, qui donne vraiment le seum pour dire les choses clairement. Donc n'hésitez pas à commenter votre avis en dessous et surtout à vous abonner à la chaîne. On fait ça 3 fois par semaine à 21h sur ce genre de sujet. Voilà, bon visionnage. C'est parti, on commence. Comme toutes les histoires d'indépendance et de passage à un mode colonial, à un mode néocolonial en Afrique, en 1960. En fait, la France décide, plutôt que de se faire doubler par des mouvements indépendantistes un petit peu partout, comme c'est arrivé au Portugal, en Espagne, etc., ils vont dissoudre l'Union africaine, qui était en fait l'union des départements et des protectorats, etc., français, sous la coupe française. Ils vont essayer de donner l'indépendance à plein de pays d'Afrique, mais à leur sauce. Et en fait, ils vont mettre en place un système néocolonial à ce moment-là. Donc là, on est en 60, le Côte d'Ivoire proclame, entre guillemets, son indépendance. Mais en fait, c'est De Gaulle qui dit, bon alors maintenant, vous êtes indépendant, par contre, c'est Roger le chef, Jean-Marc le Premier ministre, et on garde les ressources. La Côte d'Ivoire a été une colonie française de 1893 jusqu'au 7 août 1960. Félix Houphouët-Boigny, l'homme clé des décennies suivantes. Ouais, vous allez voir, j'ai mis de côté le Wikipédia de ce mec, c'est très drôle. En 1944, il fonde le syndicat des planteurs africains. Il est considéré comme charismatique et donc dangereux par Paris. Mais progressivement, il se rapproche de la France et devient même ministre du gouvernement français en 1956. En 50, il rencontre François Mitterrand qui lui dit « Bon gros, on a un avenir pour toi, d'accord ? Tu sais que si tu rendais service à la France et que tu fais pas l'idiot... » Celui-ci indique « Je l'ai traité un peu durement. Je l'ai prévenu que j'allais doubler les garnisons en Afrique et je le tiendrai pour responsable d'éventuels troubles. » Voilà le personnage. Et donc il se retrouve à la tête de la Côte d'Ivoire. Au moment de l'indépendance, 4 ans plus tard, il décide de garder des relations très étroites avec Paris. Félix Houphouët-Boigny, homme politique français, puis homme d'État ivoirien. Qu'est-ce que c'est que ces conneries ? Ça c'est vraiment un truc purement France-africain quoi. Il est ministre du gouvernement de Gaulle en 58, il est encore ministre du gouvernement Debré en 59, genre 6 mois avant d'être envoyé en mission en Côte d'Ivoire. Donc voilà, en cette qualité, il participe à l'élaboration de la politique africaine de la France, notamment dans le domaine culturel. Il connaît personnellement le général, qui le tient en haute estime. Félix Houphouët-Boigny dialoguait avec Jacques Foccart, l'homme qui incarnera la France-Afrique à l'Élysée sous différents présidents. PDCI, Parti démocratique de Côte d'Ivoire, de centre droit d'inspiration libérale, il est le parti unique depuis l'indépendance en 60 jusqu'en 90, sous la direction de ce même mec. Félix Houphouët-Boigny dirige le pays avec fermeté et ce n'est qu'en 1990 qu'il instaure le multipartisme. Ça c'est un document historique grave intéressant, ça fait partie de l'appareil néocolonial de De Gaulle, c'est les accords de défense entre les pays, les nouveaux pays indépendants et la France. Et donc là, par exemple, on a article 4, la République de Côte d'Ivoire, la République du Dahomey, la République du Niger reconnaissent à la République française la libre disposition des installations militaires nécessaires aux besoins de la défense, la circulation sur les territoires, dans les espaces aériens et dans les eaux territoriales, l'utilisation des infrastructures portières, maritimes et fluviales, routières, ferroviaires, bref, ils leur donnent carte blanche pour faire ce qu'ils veulent au niveau militaire dans leur pays. Donc voilà ce que De Gaulle fait signer à tous les pays, à toutes les anciennes colonies. Là on arrive sur le personnage de Henri Conan Bédier. Président de l'Assemblée, il devient ainsi chef de l'État à la mort de Félix Houphouët-Boigny. Les premiers trucs qu'il fait, c'est il privatise tout ce qu'il peut. Il file 54% de la production d'électricité à Bouygues. Et 2 ans plus tard à la présidentielle, il est renversé en 99 par un coup d'État mené par le général Robert Gueil. Le général Robert Gueil est en passe de réussir son coup de force. Les commandants militaires. Henri Conan Bédier, le président déchu, réfugié dans ce camp des forces françaises, basé en Côte d'Ivoire, vient de quitter le pays avec sa famille. Chaque épisode que je vous raconte là, imaginez si c'était en France et qu'il y avait des bases américaines ou un truc comme ça. Il libère des opposants et s'engage à rendre le pouvoir une fois passé, je cite, un bon coup de balai. Donc c'était sa punchline, c'était le balayeur, il avait passé un bon coup de balai dans cette république corrompue.
Mais 10 mois plus tard, en troquant le treillis pour le costume de candidat à la présidence, celui que les Ivoiriens avaient surnommé le général Père Noël s'est transformé en Père Fouettard. En essayant hier de convaincre Manu Militari, le président de la commission électorale, de le déclarer président élu, le général Gay joue le coup de force et perd ses derniers soutiens internationaux. Il a essayé de faire les élections, ça a foiré, parce que celui qui a été élu, c'est pas lui, c'était Laurent Gbagbo. C'est un gars qui fait partie de l'opposition socialiste en Côte d'Ivoire depuis les années 80-90, candidat du FPI, le Front Populaire Ivoirien. Il se présente à l'élection présidentielle le 22 octobre 2000 contre le général Gay. Gbagbo devient président le 26 octobre. Gay reconnaissant la légitimité de Gbagbo en novembre. Donc il est élu en 2000 président de la République ivoirienne. Évidemment, c'est l'occasion pour Tiken Jah Fakoly. Il est un peu en mode gilet jaune, c'est-à-dire qu'il va faire un morceau contre tous les présidents de Côte d'Ivoire, d'accord ? Et donc là, il en a fait un spécial contre Gay, le balayeur. Le balayeur, balayeur. Peu de temps après son élection, il a 1 an et demi pour se mettre en route. Tout de suite, il y a une tentative de coup d'État et une guerre civile qui se lance dans le nord du pays par ce mec, Guillaume Soro. Alors, Guillaume Soro, il est en mode avec des chaussures Richelieu là, à la française quoi. Il est de mèche avec des seigneurs de guerre. Je me demande qui le téléguide et qui lui a filé tout ce pognon pour monter une armée et pour prendre la moitié du pays à un président élu. Mais bref, avec la bienveillance du président burkinabé Blaise Compaoré, s'installe dans une maison modeste de Ouagadougou, où il participe à l'organisation d'une rébellion pour renverser le nouveau chef d'État. Il organise une rébellion armée qui va prendre tout le nord du pays jusqu'à Bouaké là. En 2002, les forces nouvelles, c'est ça ces milices, tentent un coup d'État à Abidjan, mais l'opération échoue. Recherché par les militaires ivoiriens, Soro quitte le pays déguisé en femme. Et donc la France intervient, opération Licorne. Cette opération militaire débute en septembre 2002, début de la crise politico-militaire en Côte d'Ivoire, dans le cadre des accords de défense signés entre les deux pays. Vous allez voir en fait, ils vont faire les arbitres, mais en fait ils vont favoriser l'armée privée de Soro et pas le pouvoir en place. La France puis la CEDEAO envoie d'importants contingents militaires pour séparer les belligérants, donc ils forment une force d'interposition, en mode casque bleu un peu, à la demande du gouvernement ivoirien. Ils sont pas intervenus pour aider le gouvernement ivoirien, ils sont intervenus pour le forcer à faire des concessions avec une guérilla, quoi. Les accords de Marcoussis, signés en 2003, forcent le président Gbagbo à la mise en place d'un gouvernement de réconciliation nationale, avec les mecs qui viennent de faire un putsch contre lui, intégrant des représentants de la rébellion, et la mise en œuvre d'un programme abordant les principaux sujets de fond à l'origine de la crise ivoirienne. Bref, enfin, les revendications de la guérilla, quoi. Donc alors, il faut que tu intègres dans ton armée tous les rebelles, il faut que tu fasses des réformes de ce qu'ils demandaient eux dans les meilleurs délais, une modification immédiate de la distribution des pouvoirs. Bon bref, il s'est fait putcher par la France, quoi. Le 4 novembre 2004, prenant acte de l'échec de la voie de la négociation, le président Gbagbo engage Opération Dignité pour reconquérir militairement les territoires occupés. Et là vous allez voir, 2 Sukhoi Su-25 de l'aviation gouvernementale ivoirienne entre guillemets, mais pilotés par des mercenaires biélorusses, effectuent un raid aérien sur la position française de Bouaké. Donc, il y aura une opération de l'armée ivoirienne de Gbagbo contre une base française. Les forces françaises ripostent 15 minutes après l'attaque. 15 minutes après quoi, ils étaient extra prêts. L'essentiel des forces aériennes ivoiriennes est anéanti dans les heures qui suivent. Cependant, des informations révélées par Wikileaks, Free Assange, et des enquêtes de presse suggèrent une manipulation visant à justifier une action militaire contre Laurent Gbagbo. En 2016, la juge d'instruction française, Sabine Thierris, demande le renvoi devant la Cour de justice de la République des anciens ministres Villepin, Michel Alliot-Marie et Michel Barnier, suspectés d'avoir permis l'exfiltration de mercenaires responsables de l'attaque contre les forces françaises. Il y a un article du Monde qui parle de ça. L'opération Dignité a tourné à la catastrophe le 6 novembre lorsque 2 de ces Sukhoi, pilotés par des Biélorusses, ont attaqué un camp de soldats français. Des militaires français avaient ensuite détruit l'aviation ivoirienne, déclenchant à Abidjan de gigantesques émeutes anti-françaises. Dans le chaos, l'armée française avait ouvert le feu à plusieurs reprises sur des foules hostiles. Or, les pilotes des Sukhoi impliqués dans l'attaque du camp français, arrêtés à Abidjan, ont été détenus 4 jours par l'armée française, avant d'être autorisés à quitter la Côte d'Ivoire et se rendre au Togo. En fait, ils les ont détenus 4 jours, ils les ont exfiltrés en fait. L'ex-ministre de l'Intérieur togolais exprime ensuite sa surprise. Après avoir gardé les 9 Biélorusses pendant 2 semaines, Boko se voit demander par les Français de les relâcher. François Boko poursuit sur le cas de Robert Montoya, ancien membre de la cellule antiterroriste de l'Elysée. Les 2 Sukhoi 25 utilisés dans le bombardement ont été fournis au gouvernement de Côte d'Ivoire par l'ex-gendarme français Robert Montoya. Je résume. L'armée ivoirienne bombarde tout d'un coup une base française dans un lycée. Il tue 10 personnes. Déjà, what the fuck, pourquoi est-ce que Gbagbo ferait ça ?
Et en fait, c'était pas des Ivoiriens dans les avions, c'était des Biélorusses, des mercenaires biélorusses. Et tout ce petit monde, les avions, les pilotes, toute la fine équipe qui a bombardé la base française et qui a permis ensuite à la France, qui a donné un prétexte à la France de niquer toute l'aviation ivoirienne et d'entrer en guerre contre Gbagbo, c'est en fait un barbouze français qui faisait partie de la cellule antiterroriste de l'Elysée. Vous voyez ce que je veux dire? Et genre dès que ça s'est su, il a liquidé toutes ses sociétés, il a changé de nom et tout. Bref, Gbagbo s'est fait carotte à ce moment-là. Il s'est clairement fait carotte par la France. Mais il est encore là, il est encore président. Sauf que qui il a comme ministre depuis ce moment-là? Guillaume Soro ministre. Et tous ses ennemis en fait. Les mecs qui étaient pas élus en fait, les mecs qui avaient perdu les élections. Il se maintient, d'accord? Il se maintient mais il est plus aux manettes. Jusqu'en 2010. Il y a les élections présidentielles. Enfin, les deux candidats principaux c'est Gbagbo d'un côté qu'on connaît et Alassane Ouattara de l'autre, celui qui est président maintenant. Petit portrait des deux. Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara, deux hommes que tout oppose. Le milieu, d'abord modeste pour Gbagbo, aisé pour Ouattara. L'idéologie ensuite, Gbagbo est socialiste, Ouattara libéral. Le premier est catholique, le second musulman. Et tandis que Gbagbo joue de l'anticolonialisme, Ouattara embrasse les consignes du FMI, son ancien employeur. Une rivalité entretenue par leurs épouses. L'une est française, a fait fortune dans l'immobilier et mis celle-ci au service de l'ambition de Ouattara, son mari. L'autre est l'égérie et le numéro 2 du parti de Gbagbo, ancienne camarade de lutte, est considérée comme la dure du régime. L'élection tourne au vinaigre. Ouattara Alassane, 2 483 164 voix. Voilà, vous l'avez entendu, 54,1% pour Alassane Ouattara. Ouais, vous allez voir. C'est un bras de fer qui est en train de se passer parce que le Conseil constitutionnel n'est pas d'accord avec les résultats promulgués par la commission électorale. Le Conseil constitutionnel qui dit qu'il y a eu des invalidités. Mais avant même que le Conseil ne s'exprime, il y avait déjà un conseil et un appel lancé par Ouattara à son concurrent, le président sortant, Gbagbo. Bon, bref, il lui demande de se retirer parce qu'il dit qu'il a gagné. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que la commission indépendante électorale, elle reconnaît Ouattara, d'accord? Le bureau de la commission centrale est constitué des représentants désignés de chaque partie signataire des accords de Marcoussis. Enfin, vous vous souvenez, c'est les accords que la France avait fait signer à Gbagbo, donc il y avait des mecs qu'il connaît pas, des pays étrangers, etc. Et lui aussi, au milieu de tout ça. La commission électorale indépendante est composée pour la majorité d'éléments venant de l'opposition. C'est-à-dire, Force Nouvelle, vous voyez? C'est la milice qui avait essayé de pousser Gbagbo. Et le RHDP. Le truc des partis avec Ouattara. Le truc qui compte les votes, en fait, c'est un truc mis en place par les Français, sous contrôle de l'opposition et des putschistes. Donc évidemment, ils ont mis Ouattara, le fils de l'Occident, au pouvoir, l'ancien mec du FMI. Et donc Gbagbo il dit non, c'est pas... arrêtez là, vous en faites trop là, je vais pas lâcher l'affaire. Le Conseil constitutionnel finit de délibérer. Elle donne des résultats et elle proclame élu un président qui est moi. L'Union européenne conteste votre légitimité. L'Union européenne, elle suit la France. Quand la France parle, tous les autres suivent. C'est la volonté des puissants d'imposer quelqu'un. Donc évidemment, ça va extrêmement chauffer en Côte d'Ivoire dans les semaines qui viennent. L'armée française se saisit de l'occasion pour entrer en guerre contre la Côte d'Ivoire. L'armée française intervient à Abidjan aux côtés des forces de l'ONUCI contre les derniers bastions de Laurent Gbagbo. Ces frappes françaises et onusiennes interviennent le jour où les combattants d'Alassane Ouattara ont engagé une offensive pour en finir avec le régime de Laurent Gbagbo. Ils finissent par bombarder le palais présidentiel et ils prennent en otage Laurent Gbagbo. La télévision ivoirienne, fidèle à Ouattara, a diffusé ces images de Laurent Gbagbo quelques minutes après son arrestation. Le président sortant a l'air fatigué. Il est maintenu otage dans une chambre d'hôtel avec sa femme. Ils le sortent pour l'emmener en tôle. Et donc ils lui mettent un gilet pare-balles et il dit au mec de l'armée de Ouattara ne tuez pas mes enfants et tout, et on sent que il pense qu'il va se faire assassiner. Une question reste en suspens. Qui a arrêté le président sortant? L'entourage de Laurent Gbagbo affirme que ce sont les forces françaises, mais le ministre de la Défense, Gérard Longuet, reconnaît juste un soutien de la mission Licorne et de l'ONUCI. Alassane Ouattara, son pote, un président ivoirien qui va devoir pacifier désormais un pays déchiré. Le coup de Ouattara a réussi et maintenant il va faire enfermer sans procès indéfiniment tous les partisans de Gbagbo. Ils sont plus de 300 en grève de la faim. Et nous sommes détenus de manière prolongée. Ouais, ça, genre ils sont dans les couloirs et tout, et genre pour avoir une cellule il faut payer. Et sans jugement.
Qu'on nous juge ou qu'on nous libère de manière provisoire pour préparer le jugement. L'accord de défense français, qui fait qu'ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent pour des raisons de sécurité, voilà comment ça s'applique dans ces pays, au quotidien. Là, c'est l'armée française qui fait un barrage routier et qui contrôle des Ivoiriens sur la route, armés et tout, ils sont armés et tout. Hey, ici là c'est la Côte d'Ivoire, hein, tu sais pas ça. Attends, ici là c'est la Côte d'Ivoire, hein, tu sais pas ça. On te calme. Tu pousses ton arme, j'envoie. De la chambre. Allez, dégage de là. Tu as besoin de l'éducation, Il touche là où ça fait mal. Voilà comment ça se passe, l'armée française d'occupation en Afrique. Quand ça les arrange, ils respectent les accords de défense. Gbagbo est enfermé, enfermé pendant des années dans un quartier pénitentiaire à La Haye aux Pays-Bas. Parce qu'en fait, il est poursuivi par la Cour pénale internationale pour crimes contre l'humanité. Gbagbo est poursuivi pour avoir conçu un plan commun destiné à, j'ouvre les guillemets, conserver le pouvoir par tous les moyens. Toutefois, aucun des 80 témoins de l'accusation, dont l'audition doit s'achever en ce début de mois de décembre, n'a apporté d'éléments probants sur l'existence d'un plan commun et sur la culpabilité de Laurent Gbagbo. Et finalement, ils sont acquittés. Surtout, le juge vient en effet de décider qu'il n'y avait pas de circonstances exceptionnelles qui justifiaient leur maintien en détention. Mais non, ils ont été acquittés de façon d'où ? La gravité des charges, que ce soit le risque de fuite ou que ce soit la perspective d'un appel. C'est quand même un truc de ouf, ça veut dire que la Cour pénale internationale a le droit de détenir absolument qui ils veulent, même s'ils sont acquittés, parce que c'est pas impossible que quelqu'un fasse appel. Complètement fou cette histoire. Et donc maintenant on passe sur un autre volet important. Le fait qu'il y ait en Côte d'Ivoire et dans pas mal de ces pays africains des entreprises françaises qui ont le monopole sur toutes les infrastructures économiques du pays, qui ont le monopole sur l'écoulement des marchandises et des ressources qu'il y a dans ce pays en fait, qui utilisent leur réseau et leur pognon pour corrompre le pouvoir local. L'Afrique, cœur de l'empire Bolloré. Une présence dans plus de 40 pays, notamment au travers d'activités logistiques. La filiale du groupe sur le continent gère 16 ports maritimes et une vingtaine de ports secs et terminaux conteneurs. Une activité lucrative et pour cause, 92% des imports-exports en Afrique se font par voie maritime. Contrôler les ports revient donc à contrôler le commerce. Omniprésent sur les ports mais aussi sur les rails, le groupe Bolloré détient la majorité dans 3 concessions ferroviaires en Afrique. Dernier chantier pharaonique du français, la réhabilitation du chemin de fer entre Abidjan et Ouagadougou, près de 1300 km de rails et un investissement de 400 millions d'euros. Bolloré jusqu'à cette année, parce qu'il y a eu des changements cette année, il possède toute l'infrastructure de transport de l'Afrique de l'Ouest. Vincent Bolloré sort de la salle d'audience sans un mot. La justice accuse le milliardaire français d'avoir aidé 2 dirigeants africains à accéder au pouvoir ou à s'y maintenir, au Togo et en Guinée. En contrepartie, ces chefs d'État auraient favorisé les intérêts du groupe Bolloré dans leur pays. Merci à Bolloré qui nous a soutenus depuis le début de l'année en faveur de la journée de la femme et ça s'applaudit. Et les choses n'ont pas changé depuis 1960. Et tout ça, c'est le plan machiavélique, parfaitement huilé de De Gaulle et de sa clique, au service des intérêts capitalistes français. Donc évidemment, il faut se débarrasser de ça pour libérer l'Afrique. Et l'aspect principal de toutes les luttes sur ce continent et ailleurs dans le monde, tous ces pays qui sont encore semi-coloniaux, c'est se débarrasser de la France.